suis Alexandre Dupont, je travaille à la Dreal Bretagne. Je suis chef du service infrastructure sécurité transport. Je serai accompagné en visio par Xavier Valère de la DGITM, qui est le chef de la mission fret et logistique, et avec Monsieur Loïc Henhoff, conseiller régional de la région, en relocalisation et au fret. Voilà. Donc on va commencer par un petit film qui vous fait, juste pour se mettre dans l'ambiance, qui fait le résumé de la conférence régionale de logistique, et puis après on enchaînera sur d'autres séquences. L'ambition, elle est simple, c'est de nous emparer en région Bretagne de la stratégie nationale qui vient d'être posée par le gouvernement en décembre 2022. Les deux enjeux, c'est d'une part décarbonation et le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Dès aujourd'hui, nous commençons à construire avec les acteurs une stratégie que nous allons mettre en œuvre à partir de 2023. Une ambition, une volonté, mais beaucoup à faire. Et si je devais vous donner un seul chiffre, 2% de part logistique en fret, ça veut dire qu'on peut avoir une ambition, il y a encore à gagner. Donc, il faut y travailler largement. Et c'est un des sujets de cette conférence régionale que nous menons aujourd'hui avec le préfet de la région de Bretagne et avec les services de l'État. Je dois aussi saluer la méthode, avec des tables rondes et des ateliers, une forme montante, pas ascendante, finalement très bretonne. Et puisqu'on parle de compétitivité d'achat logistique, sans logistique performante, il n'y aura pas de reconquête industrielle possible. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je viens toujours dans les conférences régionales avec plaisir. Depuis Paris, on a besoin que le travail se fasse sur les territoires, dans les régions, dans les agglos. En tout cas, moi, je serai le 7 février à Quimper avec l'Adréal pour regarder avec les professionnels comment on peut nourrir le débat sur le territoire. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de poursuites et de réussite dans ces travaux. Voilà, vous voyez, on a de la continuité dans les idées, puisque la vidéo introduit bien la conférence d'aujourd'hui. Donc, comme l'a dit le préfet Berthier, vous avez vu, je vais tout de suite donner la parole à Xavier Valère, qui est avec nous en visio. Donc, il est en visio avec nous, il devait être là, mais avec les grèves de train, il n'a pas pu venir de Paris aujourd'hui. Donc, on va pouvoir partager en visio avec lui, c'est quand il va s'afficher à l'écran. Il va nous présenter ce qui a été introduit par le préfet Berthier, c'est-à-dire la stratégie nationale logistique, qui est issue du CILOG, du Conseil interministériel de la logistique, qui s'est tenu le 12 décembre dernier, et qui maintenant cadre bien toute la stratégie nationale logistique qu'on va être amené à décliner au niveau régional. Xavier, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oh, je vais prendre ça pour... Oui, très bien, on t'entend très bien. D'abord, je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment aimé être avec vous ce matin. J'ai promis à Alexandre que je viendrai en Bretagne dans un prochain événement de la supply chain. Je vais vous présenter en fait la stratégie nationale de la logistique. Alors, d'abord, vous dire que c'est tout nouveau. Ça fait vraiment un peu plus de 2 ans où finalement l'État est appelé à travailler de plus en plus fortement avec les entreprises privées sur les questions logistiques.
la Covid et les pénuries d'Ukraine ne sont pas complètement étrangers au fait que peu à peu on se rapproche et on essaie de travailler ensemble. Ce qu'on a commencé à faire, ce sont des comités interministériels de la logistique. Alors, comme comme son nom l'indique pas forcément, c'est vraiment une structure publique-privée. On l'a vraiment co-construit avec France Logistique et Anne-Marie Hydrac d'une part. Et puis, côté État, on a travaillé entre le ministère des Transports et le ministère de l'Industrie. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de co-construire finalement la chaîne logistique un peu dans son ensemble, comme on pouvait faire. La stratégie nationale logistique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait simplement que formaliser, capitaliser le travail qu'on conduit depuis 2 ans de manière partenariale avec France Logistique. Elle a pour enjeu finalement de vous présenter notre plan de bataille pour faire de la France à la fois un territoire d'excellence, mais surtout un territoire d'excellence de la logistique durable, puisqu'on voit bien qu'on aura quelques transitions à concurrence. Alors pour ça, très traditionnellement, pour des stratégies nationales, on affiche nos ambitions et nos objectifs. Donc, on a affiché 8 objectifs et 23 actions. 8 objectifs, alors il y en a 4 qui ont attrait à la compétitivité. Les objectifs de compétitivité, ils visent à avoir une gouvernance efficace entre le public et le privé, à mettre en œuvre une logistique au service de l'industrie, à améliorer la compétitivité des chaînes logistiques et à créer des champions mondiaux de l'innovation et de la logistique, puisque quand on est en transition, c'est aussi des moments d'opportunité et pour les entreprises de ne pas prendre leur part. Donc, 4 objectifs liés à la compétitivité des chaînes et puis 4 objectifs qui sont centrés sur la préparation des transitions. Donc un 5e objectif donc sur tout ce qui concerne les entrepôts et les entrepôts les plus écologiques possibles. Le 6e objectif, qui vise à la complémentarité des modes. On voit bien qu'on va avoir besoin de tous les modes et pas les opposer et à faciliter les échanges entre modes pour gagner là où ils sont les plus performants. Évidemment, un très gros enjeu de décarbonation du routier, puisqu'on n'avait pas forcément amorcé dans le marché le besoin d'avoir un poids lourd décarboné tout de suite. Et donc, on a un gros travail à faire pour permettre cette décarbonation massive. Et puis, un dernier objectif sur la logistique urbaine durable. Voilà, c'est vraiment les 8 défis qu'on s'est donnés au niveau national. Alors, à travers la stratégie nationale, il y a nécessairement des outils qui se font depuis Paris parce que tous les territoires en ont besoin. On essaye d'améliorer notre politique de données. On essaye d'éclairer des questions sur la demande en faisant des études dessus. On fabrique des outils d'innovation. Par exemple, pour faire des champions nationaux, on a lancé des appels à projets comme Logistique 4.0 où le ticket d'entrée est plutôt à 2 millions, ce qui va permettre de faire de la numérisation, de l'automatisation des chaînes logistiques et d'être vraiment compétitif, mais aussi des outils qui sont à disposition des territoires. Par exemple, sur la logistique urbaine, on a utilisé les certificats d'économie d'énergie pour donner une suite au programme Interlude qui permet de marier, j'allais dire, les collectifs publics et privés sur les agglos pour faire de la logistique urbaine. On fabrique aussi avec le certificat d'économie d'énergie un programme qui s'appelle Marguerite, qui va aider les artisans et les commerçants à mutualiser leur logistique urbaine. Et puis toujours sur la logistique urbaine, vous avez également un programme C2E sur les vélos cargo et cyclocargologie qui apprend finalement à ceux pour qui le vélo cargo est une solution, les voies et moyens d'y arriver avec efficacité. Vous avez également dans les programmes C2E des programmes qui sont interurbains et le programme Remove qui est en train de se lancer. Alors, vous n'en bénéficierez pas nécessairement sur la partie fluviale dans votre région et vous avez une partie ferroviaire sur laquelle je vous invite vraiment à vous mobiliser pour passer d'un peu plus des 2%. Enfin, voilà, donc vous avez des outils qui sont à la main de l'État sur lesquels on va travailler et puis nécessairement vous avez des outils qui sont à l'échelle de la région, à l'échelle des territoires. Donc c'est bien l'objet de ces ateliers
et de cette conférence régionale de regarder ce que vous devez attraper à cette échelle-là. Et on sera là pour vous accompagner, pour vous écouter, pour regarder comment on peut, dans des outils nationaux, déployer tous les outils qui vous seront nécessaires. Voilà, Alexandre, je te repasse la parole, sauf s'il y a des demandes de questions, d'intervention. Merci, Xavier, pour cette présentation de la stratégie nationale de la logistique. Ça me semble que c'était quand même très, très clair. Donc, on va enchaîner. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a déjà plutôt des premières questions, ou on peut enchaîner tout de suite sur la conférence régionale de la logistique bretonne et puis sur la présentation des différents ateliers. Il faudrait basculer sur l'autre ordinateur. Hop. Voilà, c'est beaucoup. Bon, alors, parce que j'avais anticipé le fait que Xavier ne puisse pas venir, donc j'avais prévu au cas où de faire la présentation de la stratégie nationale de logistique, mais je ne vais pas le faire. Ce qui est important quand même dans ce slide-là, c'est de dire par rapport à la gouvernance structurée, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est avec un système d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a la stratégie nationale qui est définie à travers le Conseil interministériel de la logistique, donc qui se réunit tous les ans et qui définit les objectifs de l'année. Et derrière, il y a la déclinaison régionale qui est la conférence régionale de la logistique. Donc nous, on a tenu la première, qui est vraiment une conférence de lancement qui s'est tenue le 12 janvier, mais on est dans une dynamique, et comme c'est indiqué dans la stratégie nationale logistique, ça va se reproduire régulièrement, au moins tous les 2 ans. Peut-être qu'à un rythme plus soutenu, ça dépendra de l'actualité, ça dépendra des choses qu'on aura à présenter ou à décider. Mais en tout cas, et l'idée aussi de ces conférences régionales de la logistique, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment d'associer en permanence les pouvoirs publics et le secteur privé. Il s'agit de faire de la co-construction, de ne plus être comme ça a pu être par le passé, chacun dans son coin à définir des stratégies, et finalement des stratégies qui ne sont pas forcément convergentes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à une stratégie qui est convergente. Voilà, donc ça, c'était le point sur lequel je voulais insister. Après, les autres thématiques, vous allez les voir à travers les ateliers qu'on a retenus pour cette première conférence de la logistique. Donc, on a eu, il y a 5 ateliers qui ont été retenus pour cette première conférence. Alors, ils n'ont pas vocation, ces ateliers, à couvrir tous les sujets. On ne pouvait pas, on en avait identifié une dizaine. On savait que sur une demi-journée de travail, on ne pouvait pas travailler sur l'ensemble des thématiques. Donc, on a concentré ça sur celles qui nous apparaissaient les plus prioritaires et les plus majeures. Comme l'a présenté d'ailleurs Xavier Valère tout à l'heure, la logistique urbaine, c'était quelque chose qui était incontournable. Le foncier logistique, ça, je pense que c'est un sujet dont on n'a que les prémices aujourd'hui et qui va être éminemment stratégique dans les années à venir. On a tout ce qui est la mutualisation et la complémentarité des modes. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est sous-jacent depuis longtemps, mais il y a un processus d'accélération qui est en train de s'opérer. Et bien sûr, le sujet qui est devant nous et qui va là aussi nécessiter énormément d'investissements, que ce soit des pouvoirs publics ou du privé, tout ce qui concerne la décarbonation et les nouvelles énergies de mobilité. Et enfin, parce que pour tout ça, il faut quand même avoir des personnes pour faire ça, il y a tout ce qui concerne les métiers de la logistique et l'attractivité de ces métiers. Voilà, donc ça, c'est les 5 ateliers que je vais pouvoir vous décliner. Alors, je vais pas plagier ce qui s'est passé. Hein. L'organisation, c'est que par atelier, il y avait une animation, il y avait une vingtaine de personnes. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est qu'à cette conférence régionale, il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui ont participé. C'était assez équilibré, que ce soit entre les représentants des collectivités, des pouvoirs publics et le secteur privé. On a même eu, et du secteur privé, on a eu le panel, un petit peu comme ici, le panel de tous les acteurs et de la logistique. Donc, dans les ateliers, on a fait en sorte que ce soit équilibré. Donc, il y avait une vingtaine de personnes par atelier pour réfléchir et faire émerger des premières pistes de réflexion sur chacune des thématiques. Donc, concernant la logistique urbaine, les principaux enseignements, alors, bien évidemment, par rapport à ce que vient de dire Xavier Yves, on a
il y a rien de super exotique. Les idées qui ont émergé, finalement, sont des idées qu'on peut retrouver. Si vous avez participé à d'autres conférences régionales dans d'autres régions, vous allez voir qu'il y a des idées qui sont quand même assez communes. Donc, la première chose qui est fondamentale par rapport à la logistique urbaine, mais la logistique en général, c'est aussi tout ce qui concerne la gouvernance, parce qu'il faut arriver à objectiver les besoins et surtout, il faut aussi avoir une stratégie d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Donc, pour tout ça, il faut s'organiser. Donc, il y a le système interlude qui a été mis en place il y a 3 ans, qui permet aux collectivités locales, finalement, d'avoir une structuration de cette gouvernance à travers une charte. Alors, la charte, ça permet juste de structurer les actions à mener. C'est un guide, hein, c'est pas une obligation de s'inscrire là-dedans, mais ça a quand même l'avantage derrière de pouvoir permettre aux collectivités de décliner tout ça en plan d'action. Alors, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui concerne l'occupation de la voirie et des règles d'accès. Parce qu'en logistique urbaine, vous voyez bien qu'on est sur des espaces partagés. Pas seulement pour se déplacer, il y a besoin aussi pour tout ce qui est manutention, stationnement. Donc tout ça, il faut des règles. Alors, et tous ces enjeux-là, pour les règles, ça c'est les pouvoirs publics. Donc là, des règles d'accès qui vont être définies, des horaires, des autorisations d'occupation de l'espace public. Et puis derrière, vous avez aussi tout ce qui est, ça a été dit aussi à travers les CE, mais il y a aussi tout ce qui est la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, qui est un des leviers pour organiser la logistique urbaine au sein des entreprises. Alors, en urbain, mais pas seulement, mais ça on verra après sur l'atelier, sur le foncier, mais le foncier urbain pour la logistique, ça c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, les besoins sont croissants. Hein, le e-commerce, vous voyez de quelle manière il est en train de croître. Hein. En Bretagne, il a doublé en l'espace de 2 ans. Hein. Donc, et on est sur un rythme de croissance qui est celui-là. Le e-commerce est en train de doubler tous les 2 ans. Donc, vous vous rendez bien compte que la livraison de colis va devenir vraiment un problème de logistique majeur au milieu urbain. Et donc là, il y a une nécessité aussi de mutualiser, puis de créer ce qu'on appelle aussi des espaces logistiques mobiles, c'est-à-dire qu'au lieu de se poser à un endroit, les colis ou tout ce qui a à livrer se déplacent au sein des poids lourds ou des vues. Et un des points qui est important aussi, qu'on oublie souvent dans la logistique, c'est tout ce qui tourne autour de l'artisanat et des chantiers, et qui est fondamental. Si on peut donner un chiffre, 50% des marchandises transportées en Bretagne, c'est pour des chantiers. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, la logistique qu'il y a derrière, elle est importante. Et donc là, il y a besoin d'un accompagnement assez fort aussi d'une part, que les artisans qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ça puissent connaître toutes les aides auxquelles ils ont droit pour tous les accompagner, notamment pour tout ce qui est la décarbonation de leurs véhicules, l'optimisation aussi de leur chaîne logistique. Et puis après, il y a aussi de ce dont a parlé Xavier Valère, tout ce qui est la promotion de la cyclo-logistique, donc tout ce qui est le transport de marchandises à vélo assistance électrique, c'est voilà. Et puis, ce qui est important aussi pour les pouvoirs publics, c'est de commencer à mettre des clauses logistiques dans les marchés de BTP qu'on peut faire dans les collectivités. C'est quelque chose qui est important. Et bien évidemment, on fera en sorte d'accompagner aussi, de faire des propositions aux collectivités dans ce sens. Voilà, ça c'était pour le premier atelier. Le deuxième atelier concernait le foncier. Alors là, je vous ai mis, mais ça c'est des fins, le PowerPoint, il sera mis à disposition dans les rendus de ce salon. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple de ce qui était produit au sein de l'atelier. Au niveau des principaux enseignements. Alors, ce qui est important, c'est que le constat, c'est qu'on a une vraie tension sur le foncier logistique en Bretagne. Il y a moins de 6% de vacances. Et si même on élargit, si on rajoute les Pays de la Loire, au Pays de la Loire, ils sont à 0% de vacances, de saturation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une nécessité absolue d'optimiser le foncier logistique existant, avec un vrai sujet aussi, peut-être pas dans l'ordre du slide, mais avec la zéro artificialisation nette, on va plus pouvoir être dans une dynamique de croissance des espaces réservés à la logistique comme c'était par le passé. Donc, il va falloir optimiser les espaces existants
pour faire en sorte qu'il soit le plus mutualisé possible. On parle aussi maintenant de mètres cubes et puis de mètres carrés. Donc, il va falloir faire de la verticalité par rapport à tout ce qui est le foncier logistique. Et puis aussi, il va falloir mutualiser ça entre les collectivités locales. Et ça, c'est important à travers tous les documents de planification, bien évidemment savoir quels sont les endroits sur le territoire breton où il est plus judicieux de mettre les entrepôts. Par exemple, dans les idées qui ont émergé dans le cadre de cet atelier, c'est d'utiliser au maximum la nouvelle infrastructure qui est en train de se finaliser, qui est la RN 164, et notamment quand on voit son point de jonction au niveau de Montauban-de-Bretagne, au niveau de la RN 2, c'est un endroit où stratégiquement c'est plutôt central pour tout ce qui est les activités logistiques. Il y aura sans doute une réflexion globale à mener pour que cet endroit-là devienne peut-être un futur hub de logistique en Bretagne. Donc, ce qu'il y a aussi, alors on en a déjà parlé, donc je vais gagner du temps par rapport au milieu urbain. Le problème est le même. Le problème au milieu urbain, en plus, on va avoir les autres à faible émission qui vont se rajouter là-dessus, c'est une couche supplémentaire, qui vont militer pour la mutualisation. Et ça, je pense que c'est un mot qui est important à retenir pour le futur, parce que si chacun fait sa logistique dans son coin demain, ça ne marchera pas. Il va falloir de plus en plus mutualiser, que tout le monde travaille ensemble pour optimiser les espaces. Et dès lors que quelqu'un a des espaces de stockage, il va falloir le mettre à disposition d'autrui. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont importantes parce que le marché locatif va être amené à augmenter. Mais pas que le marché locatif pur, ça va être aussi la mixité des usages, des gens qui ont des entrepôts logistiques et qui utilisent une partie et qui pourront aussi louer l'autre partie de leur entreprise. Je pense que c'est une des voies vers lesquelles on va sans doute tendre. Et bien évidemment, ce qu'il y a aussi, c'est que du côté des pouvoirs publics, il y a un effort à faire aussi par rapport au délai d'instruction des dossiers. Dès lors qu'on veut faire de la mutation de sites industriels ou de la création de sites industriels, il va falloir quand même faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite qu'aujourd'hui. Les délais sont quand même très très longs en termes d'instruction. Voilà sur le fond. Ensuite, on avait tout ce qui concerne la mutualisation et le transfert modal. Donc ça, c'est un vaste sujet. Après, ce sujet-là, il faut le relativiser parce qu'il faut voir qu'en Bretagne, et encore plus que sur le reste du territoire national, ce qui prédomine, c'est le transport routier. 95% du transport de marchandises est fait par le routier. Il n'y a pas de transport fluvial. Le transport ferroviaire, c'est 2%, 2%, enfin, ça dépend des chiffres, comment on les prend. Après, en le maritime, c'est 4%. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on est quand même sur l'essentiel qui est du transport routier. Un autre chiffre qui est important d'avoir, c'est que 75% des marchandises transportées restent en Bretagne. Alors, on peut avoir des grandes ambitions par rapport au transport national ou international, mais tout ça, ce qui ne concernera finalement que 25% des marchandises. Donc, ce qui compte, c'est aussi d'optimiser tout le transport en intra-régional. Donc là, on a pleinement la main. On ne dépend pas de stratégie nationale. C'est nous, en Bretagne, qui devons faire pour optimiser notre propre transport. Alors, on a aussi quand même la chance d'avoir quelques expériences qui sont intéressantes. Le transport combiné avec le chantier de la plaine de Beau à Rennes, c'est un chantier qui marche, qui est en pleine croissance. Donc ça, c'est des chances aussi. On voit que le transfert modal marche. On a aussi tout ce qui s'est passé récemment dans le port de Brest. Ça aussi, c'est le ferroviaire qui est revenu dans le port de Brest, c'est quelque chose qui est important. Il y a des alternatives à la route, mais ces alternatives à la route, quoi qu'on fasse, ne remplaceront pas la route. On ne passera jamais de 95 à 50% ou à 60% ou sur d'autres modes. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ça prendra énormément de temps. Donc, il y a aussi cette nécessité de travailler sur le transport routier. Alors après, il y a des vraies opportunités. Alors sur le transport routier, il y a quand même une chose qui est importante. Beaucoup de transporteurs dans les différentes études qu'on peut mener actuellement, il y a un vrai chantier qui est devant nous, c'est le problème des petits lots qui sont demandés par un certain nombre de chargeurs, qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de transports qui sont partiels, voire après avec des retours à vide pour respecter les horaires qui sont imposés par ces chargeurs. Donc ça, c'est un vrai chantier sur lequel on va devoir avancer collectivement
et qui même très très vite. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on va avancer très vite. L'autre point important, c'est inscription très récente. Alors, ça n'a toujours pas été validé, mais à l'Europe, c'est très très long. C'est l'inscription au réseau de transport européen du port de Brest et de la ligne Brest-Rennes-Nantes. Donc ça, en matière de logistique, la ligne ferroviaire, je crois. Donc ça va. C'est une vraie opportunité. Alors d'une part, il y a des contraintes qui sont derrière en termes d'investissement, en termes de mise aux normes européennes, mais ça, c'est simplement pour permettre les interopérabilités et puis à d'autres acteurs de l'Europe de venir. Mais par contre, il y a une vraie opportunité derrière, c'est que ça donne de la visibilité aussi à ces infrastructures-là au sein de l'espace de transport et logistique européen. Et donc, ça donne des opportunités aussi à des entreprises qui raisonnent plus localement, mais aussi qui raisonnent par ce qu'on appelle les interlands, donc des zones d'achalandise qui sont très, très grandes, de se rendre compte que par la pointe bretonne, ils ont des opportunités aussi pour aller desservir les îles de la Grande-Bretagne, mais aussi pour partir sur d'autres continents. Et ça, c'est des vraies opportunités qui aujourd'hui ne sont pas exploitées et qui ne rendaient pas la Bretagne visible au sein de l'espace européen. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir exploiter. Le quatrième atelier. Alors là aussi, vaste sujet que les énergies et la décarbonation. Donc, ce qui est important dans la décarbonation, l'idée, c'est quand même de réduire tout ce qui est les gaz à effet de serre. Donc, on a deux voies. Soit on utilise des énergies renouvelables non polluantes, soit on limite la consommation d'énergie. Donc ça, c'est les deux voies qu'il nous faut exploiter. Donc la première chose, c'est de maîtriser cette demande. Donc là, c'est l'optimisation des transports, on en a parlé, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de transports à vide, optimiser les trajets aussi, peut-être aussi vers du cross-docking, c'est-à-dire on décharge des camions pour les mettre dans d'autres structures plus petites et plus optimisées. Voilà, il y a tout ça qu'il faut avancer. Et par contre, cette transition aussi énergétique, on le sait, ça ne passera pas simplement en comptant sur le simple fait que les entreprises, dans leur stratégie d'investissement, y arriveront toutes seules. Ça ne marchera pas. On a des ambitions qui sont beaucoup trop importantes à très courte échéance pour que, sans le soutien des pouvoirs publics, on puisse faire cette décarbonation des transports. Donc ça, c'est aussi toutes les aides, vous avez pu en voir quelques-unes qui ont déjà été mises en place et qui vont s'accélérer au fur et à mesure des années. Et un des sujets qui est important aussi, c'est de faire en sorte que, au-delà de la transformation des poids lourds aux poids lourds à énergie propre, c'est aussi d'avoir toute une stratégie autour de la production et la distribution d'énergie qui permet d'avoir des points d'avitaillement aux bons endroits mais essayer aussi de changer du schéma actuel en faisant des circuits courts, c'est-à-dire en produisant l'énergie propre au plus près des lieux de consommation. Donc ça, c'est aussi un chantier qui est devant nous. Et ce qui est important aussi, c'est de créer des nouvelles filières. Donc, on a la chance d'avoir un élu régional qui est à la relocalisation, donc qui va pouvoir aussi parler de toutes ces nouvelles filières, de création de nouvelles énergies, donc l'hydrogène propre, tout ce qui est le biogaz, et j'en passe des meilleurs. Voilà, il y a aussi tout ce qui est aussi des déplacements propres. On a aussi tout ce qui peut être les bateaux à voile, les cargos à voile qui ont fait la démonstration que ça pouvait marcher, donc qui vont être amenés à se développer. Et puis après aussi tout ce qu'on a parlé, la cyclo-logistique. Donc ça, c'est plutôt pour le milieu urbain. Et quand on parle de milieu urbain, ce qui est important aussi, il ne faut pas parler que de grandes villes. Dans les petites et moyennes villes, il y a aussi des possibilités de décarboner les transports, la logistique. Il ne faut pas croire que c'est qu'un sujet de grande ville, c'est un sujet pour toutes les tailles d'agglomération. Peut-être pas avec les mêmes solutions. Alors, dernier sujet, les métiers de la logistique. Alors, sur les métiers de la logistique, on peut déjà voir dans le salon SCO, vous avez quand même un immense stand sur Let's Go, donc toute la promotion des métiers de la logistique. Donc, je ne ferai que paraphraser plein de choses qui se passeront sur le stand qui est à l'entrée du salon. Il n'en reste pas moins que c'est un sujet important
sur lequel on avait un atelier. Alors, c'est peut-être d'ailleurs le sujet sur lequel on est le plus avancé, où la réflexion a déjà été structurée, où les pistes de solutions ont déjà été explorées. Et donc, il y a trois axes qui ont été mis en avant. Bien évidemment, c'est qu'il faut rendre la filière attractive. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui sont au fond, donc, qui sont déjà intéressés peut-être par la filière. Donc, montrer que dans les métiers de la logistique, il y a de quoi faire des belles carrières et de faire des métiers qui sont vraiment très intéressants. C'est pas uniquement être chauffeur poids lourd, c'est pas vrai. Il y a énormément de métiers et on peut faire d'ailleurs toute une vie avec différents métiers dans la logistique. Ça, c'est important. Il y a aussi avoir des ressources et surtout la diversité des ressources. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On s'est rendu compte dans certaines filières que quand on reste sur des profils qui sont toujours identiques, ben, ça appauvrit finalement la filière. Si on prend le transport scolaire, ça c'est un vrai sujet. On a beaucoup de personnes qui sont issues du même milieu social et finalement ça pose des problèmes aussi au fil du temps. Et puis après, il y a un vrai sujet qu'on a dans tous les métiers d'ailleurs. Ce slide-là pourrait être reproduit dans plein de métiers. C'est tout ce qui est la fidélisation, donc faire en sorte que les gens restent dans la filière, parce que ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il y a une grosse volatilité du personnel dans beaucoup de filières, qui se lassent très très vite de leur métier. Comme on a l'habitude de zapper plein de choses, on zappe aussi nos métiers maintenant. Et donc faire en sorte que ça n'arrive plus. Voilà, donc là j'ai fait le tour de la restitution, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'était pas le but, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'on puisse aussi échanger avec vous. Alors, en guise de perspective, ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette première conférence, c'est un lancement d'une démarche. C'est une démarche qu'on veut sur le long terme, ça fait partie des politiques prioritaires de l'État, la logistique. Donc maintenant, on s'inscrit sur une dynamique de moyen long terme. Donc ça, c'est important de voir que la France recherche à avoir une souveraineté sur sa logistique. Donc on se met dans une stratégie de long terme. Ce qu'il y a, c'est que donc derrière, forcément, localement, on va mettre en place une gouvernance. Il y a la conférence régionale de logistique, mais derrière, on va s'appuyer aussi sur des outils qui sont existants. L'Observatoire régional du transport pour tout ce qui est la connaissance. On va avoir Bretagne Supply Chain pour tout ce qui est animation de la filière. Voilà, on a plein d'autres organismes qui existent, des organismes de formation, des organismes de promotion de certains métiers. Donc tout ça, et puis le salon Supply Chain des Ouest en fait partie aussi. Donc ça fait partie des outils sur lesquels on va s'appuyer pour continuer à avancer sur le sujet. Pareil, en termes de communication, aujourd'hui, on voit que c'est très disparate tout ce qui se fait. On va essayer quand même d'avoir une communication dédiée aussi, et notamment tout l'accès aux documents qui peuvent exister aux études, que ce soit un peu centralisé, donc avec un outil de communication plus varié. Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette année, les ateliers que vous avez vus et d'autres, on va ponctuer toute l'année avec des ateliers, donc on communiquera assez largement là-dessus, auxquels on vous convie à participer. Et d'ailleurs, il y en a un premier cet après-midi sur tout ce qui est un des points importants pour prendre des décisions, qui est tout ce qui est la connaissance et sur les données de la logistique, pour savoir quels sont les compléments dont on a besoin. Xavier ne en a pas parlé, mais il y a un tableau de bord national qui vient d'être sorti sur les données de la logistique. Donc, je serai amené à vous présenter cet après-midi, et sur lequel on a besoin de le décliner au niveau régional, mais en ciblant bien les données les plus importantes pour la Bretagne. Voilà, j'en ai fini avec mon propos. Je vais tout de suite passer la parole à Loïc Hénoff, qui va vous donner le point de vue de la région sur le sujet. Oui, parfait. Merci pour ce compte rendu de la CRL. Ce que je voudrais vous dire, c'est plusieurs choses. La première, c'est que j'ai bien retenu, et j'espère que vous avez bien retenu ce qu'a dit le préfet Berthier dans le petit film qui a été présenté. L'État, donc le préfet de région, arrive avec deux axes majeurs de travail qui sont la décarbonation et le zéro artificialisation nette. La décarbonation, je pense que tout le monde le comprend et l'appréhende aujourd'hui. Le zéro artificialisation nette, peut-être pas. C'est quand même
une notion, une injonction, une obligation qui va s'imposer à tous les territoires, qui est grosso modo de ne plus artificialiser. Et ça, il faut que tout le monde le prenne en compte parce que ça va s'imposer à nous. Ça veut dire que le développement galopant de zones, de sites industriels sur des zones agricoles ne sera plus possible. Ça va contraindre beaucoup de territoires, ça va se gérer à l'échelle des communautés de communes, ça va contraindre beaucoup de territoires, ça va, pour le meilleur, hein, bien sûr, mais ça va nous contraindre et il va falloir qu'on apprenne à jouer avec ce ZAN. Alors, ce que je voudrais, je pose ça en préambule parce que je voudrais aussi vous rappeler ce que fait la région dans tout ça, puisque l'État lance une stratégie nationale logistique, le préfet nous la passe, nous la propose, nous demande d'y travailler, et la région doit, je dirais, s'en emparer et trouver la meilleure manière d'appliquer ces directives, mais à la fois politiquement de jouer son rôle pour contrebalancer, nuancer, améliorer ce qui a été décidé au niveau de l'État. Et dans ce sens, je voudrais quand même qu'on peut saluer aujourd'hui, c'est de la cohérence, de la cohésion et de la continuité, puisque nous sommes bien là, Dreal et Région Bretagne, dans une troisième séquence, et il y en aura plein d'autres, pour nous assurer que ce que l'on fait est fait en bonne intelligence. Je voudrais aussi vous poser quelque chose que peut-être tout le monde n'a pas en tête, c'est quelles sont les prérogatives de la région. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que bien souvent, on dit, bah oui, on va regarder la région. Alors moi qui suis élu depuis 1 an et demi, j'ai découvert aussi comment ça fonctionne, et notamment en matière économique. Et c'est important qu'on attende de la région ce qu'elle peut faire, mais que surtout on n'en attende pas ce qu'elle ne peut pas faire. Ce n'est pas de son ressort, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est pas organisé comme ça. Et je le pose vraiment volontairement. Donc dans notre cas, c'est la loi NOTRe de 2005 qui a redéfini 2015, pardon, qui a redéfini ce que l'on peut faire. Et grosso modo, retenez que en matière économique, ce que la région fait, c'est du soutien et de la coordination. On s'assure du bon ensemble et on soutient. Et l'aide aux entreprises, bien sûr, il y en a, mais il y a finalement peu d'aide directe. Donc, c'est pas ça que l'on doit attendre d'une région. On doit attendre d'une région, d'un point de vue économique, qu'elle soit plutôt stratège et qu'elle se coordonne avec l'État pour que, au niveau des communautés de communes, les choses soient tricotées dans le détail. Je me permets d'insister parce que souvent, dans le monde économique, et vous savez que j'en viens, on a tendance à un peu accuser les uns ou les autres de diverses choses. Or, c'est bon de savoir ce que l'on peut attendre des uns et des autres. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, en Bretagne, il y a 2 grands axes qui ont été posés par le président Loïc Chénier-Girard. C'est facile, hein, ça a la saveur d'un slogan, mais c'est facile aussi à retenir, c'est plus d'emplois et moins de carbone. C'est-à-dire qu'on a la volonté farouche que la Bretagne soit développée économiquement, qu'elle poursuive son chemin, mais que ce chemin ne soit pas pollué par du carbone. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille farouchement à la réduction de notre empreinte carbone en Bretagne. Et ça pour toutes les activités économiques. Plus d'emplois, donc ça veut dire du soutien aux entreprises, j'en ai parlé, du soutien aux communautés de communes, et notamment du soutien à l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut faire des choses, et du soutien à l'action collective. On en reparlera, parce qu'on va parler de mutualisation, de coordination, d'action en commun. Là, on peut aider. Là, on peut vraiment être là. Sur le moins de carbone, la région peut aussi être là, par de la planification, de l'accompagnement des communautés de communes sur la planification des infrastructures. Et quand on parle de transport, évidemment, on parle d'infrastructures. Et malheureusement, on parle d'un pas de temps qui est très long. On est sur des pas de temps de 10 ans. Là, on travaille en ce moment sur des sujets qui verront peut-être le jour en 2028, en 2029. Et on est en train de travailler à des choses, voilà, pour la décennie qui va suivre après. Donc, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas être dans l'immédiateté
lorsque on se tourne vers la région pour ces sujets. Et puis, il y a les sujets des nouvelles énergies, où de la même façon, on est tous en train de regarder du côté de l'hydrogène, tant en propulsion, mais aussi il va falloir aussi y réfléchir en stockage, en distribution. Et c'est là où les infrastructures doivent être pensées aujourd'hui pour les besoins de la décennie 30 et de la décennie 40. Donc c'est là où on peut jouer notre rôle. Donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin des acteurs. On a besoin de vous, on a besoin de savoir où vous voulez investir, où vous voulez aller. On peut guider, mais on a aussi besoin de savoir ce que les acteurs veulent faire. Je vais poser aussi quelque chose qui est une évidence, mais on a parlé du partage de la connaissance. Certes, on est dans un contexte où il faut que nous décarbonions. Certes, on est dans un contexte où le préfet Berthier nous dit prenez en compte la zéro artificialisation nette, donc tout ça, c'est OK. Mais la Bretagne, c'est une péninsule. Et comment nous, en Bretagne, on va transposer ces directives, comment on va transposer ces grands axes dans une région qui est celle que l'on connaît, une péninsule loin des grands centres de consommation. Alors, Alexandre l'a rappelé tout à l'heure, certes, 75% du fret qui est déplacé en Bretagne reste en Bretagne. Retenez ce chiffre, 75% des 151 millions de tonnes qui sont chargées, déchargées en Bretagne restent en Bretagne. Mais il y en a quand même un 25-30% qui sort. D'accord ? Et avec notre géographie péninsulaire, grosso modo, on sait qu'on a 8% de transport en plus que les autres implantations en France. Voilà, il y a 8% de trajets en plus, ce qui, dans le prix de revient industriel d'un produit manufacturé en Bretagne, revient à une augmentation de 1,5 à 3%. Donc, ce qui est fabriqué en Bretagne et qui sort de Bretagne va grosso modo faire 8% de kilomètres en plus qu'une moyenne nationale, et le prix de revient va être 1,5 à 3% supérieur. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous. Et donc, c'est parce que c'est un petit peu plus compliqué pour nous, c'est parce que la marche, elle est plus haute pour nous. Ça a été rappelé dans le compte-rendu de la conférence régionale logistique. Vous avez retenu 94,5% de ce qui est transporté en Bretagne est sur la route, 4 et quelques % sur l'eau, 1% sur le rail. La marche est gigantesque pour nous pour aller développer l'intermodalité et d'aller développer du fer. Elle est gigantesque. Donc, on est un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus cher, et on est quasiment au tout routier, tout gasoil. Puisqu'on est à 90, je ne sais plus combien, de notre routier qui est au gasoil. Donc, tout routier, tout gasoil, très peu de plus loin et un petit peu plus cher. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise. Alors, c'est la raison pour laquelle la région a souhaité qu'il y ait une délégation au fret. Donc, c'est ma délégation dans la vice-présidence de Michael Carmez, pour qu'on adresse vraiment ce sujet et qu'on passe du temps et qu'on connaisse mieux nos enjeux. Voilà, et souvent, on se trompe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître 40 et quelques % de ce que l'on transporte, par exemple, ce sont des matériaux de construction et du minerai. On a toujours tendance à penser que ce sont des camions de carottes râpées qui vont dans la grande distribution parisienne. C'est faux. L'essentiel, vous avez retenu 70 et quelques % reste en Bretagne, et on a une grosse masse qui sont des matériaux de construction et des minerais. Derrière seulement viennent les matières agricoles et des matières agroalimentaires, des produits agroalimentaires. Donc on a forcément souvent une mauvaise connaissance de ce que l'on fait ici en Bretagne, et tout l'enjeu, c'est que tout le monde, par des rendez-vous réguliers comme ce que l'on fait aujourd'hui, monte en connaissance, monte en bonne perception de la réalité pour qu'on prenne des bonnes décisions. Et pour plomber encore plus l'ambiance, parce que j'ai quand même asséné des choses pas très réjouissantes pour l'avenir, même si on a du startigène et on va y arriver, c'est que au niveau national,
l'énergie consacrée au transport, c'est à peu près 31%. D'accord, de toute l'énergie utilisée nationale, c'est à 31%. 31%, c'est pour le transport. En Bretagne, c'est 38%. Donc, on n'a pas une bonne utilisation énergétique parce que, encore une fois, la situation péninsulaire, la réalité de la Bretagne avec un tissu d'entreprises bien réparti sur tout le territoire, ce qui est notre force, ce qui est notre force de cohésion sociale, et ben tout ça, c'est aussi un inconvénient d'un point de vue logistique pour les enjeux qui sont devant nous tout de suite. Donc les actes de ce travail, vous les ressentez, ils sont assez évidents. Le premier, c'est la décarbonation, c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est une injonction, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut qu'on attaque. Et aujourd'hui, c'est clairement par l'utilisation d'autres énergies. Vous avez vu comme moi l'entrée d'un camion électrique, on entend parler d'hydrogène, il y a les biocarburants, même le transport vélique. Le transport vélique, c'est le transport à la voile. Il y a 10 ans, pour m'y être intéressé il y a 10 ans, on les prenait pour des fous. On les prenait, on va se le dire honnêtement, on les prenait pour des fous. Aujourd'hui, ces fous sont devenus des pionniers et ces pionniers sont en train de devenir les premiers acteurs du vrai transport à la voile. Peut-être ne le savez-vous pas, mais à partir de cet été, c'est anecdotique, mais c'est aussi le rôle de la région Bretagne que d'impulser des choses, de lancer des mécaniques. À partir de cet été, du fret sera transporté vers l'île de Sein à la voile. Voilà. À partir de cet été, dans la nouvelle délégation de service public qui a été annoncée en fin d'année dernière, la Penarbed va devoir transporter du fret à la voile à l'île de Sein. C'est toute une mécanique qui se met en place et j'ai cru comprendre que des formations de marins de pont avec une compétence voile vont être créées tout bientôt. Donc, vous voyez, les choses se mettent en place parce qu'il va falloir former et le rôle de la région, c'est d'impulser et de faire donner confiance aussi aux acteurs. Donc la décarbonation, c'est une absolue nécessité. Il va falloir avoir un cocktail d'énergie pour déplacer nos marchandises. Un autre axe qui est évident, c'est la mutualisation. La mutualisation, il y a des formes innovantes existantes en Bretagne. Les chargeurs de la Pointe de Bretagne vous attendent sur leur stand pour écouter, pour que vous alliez les rencontrer et découvrir comment ils ont réussi à une dizaine d'entreprises à mutualiser toujours depuis 10 ans leurs marchandises vers leurs clients dans toute la France, parce que la mutualisation égale performance économique, égale décarbonation, égale augmentation du taux de remplissage dans les camions. Donc, évidemment, j'ai d'abord parlé de performance économique parce que c'est le nerf de la guerre, mais c'est une performance économique pour le chargeur, mais c'est aussi une performance économique pour le client final. Le client final qui sait que commander de la marchandise qui vient de Bretagne coûte un petit peu plus cher. Donc, quand on apporte ce service de prestation, ce produit avec une prestation de transport qui n'est pas pénalisante, et si en plus on peut, grâce à la mutualisation, présenter des bilans carbone satisfaisants et une marge de progression, alors on répond au vrai problème. Donc la mutualisation est indispensable. Le report modal, ce sont des sujets, donc évidemment, on pense avant tout au report du camion vers le train. Et là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Malheureusement, et je vais être cash avec vous, la situation économique et l'augmentation de l'électricité pénalisent à très court terme les transporteurs qui font cet effort d'affréter des trains. Mais il va falloir passer au-dessus de cela. Et si on regarde à quelques années, nous avons vraiment le potentiel de multiplier par 4 ou par 5 le nombre de trains qui quitteront la Bretagne vers le nord ou vers le centre de la France. Donc ça, c'est l'objectif. Retenez un train, 50 camions. Un train, 50 camions. Un train, 49 chauffeurs qui font autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et donc on y travaille fort et j'espère que nous aurons des bonnes nouvelles dans les prochains mois.
Et probablement que la difficulté qui est face à nous aujourd'hui, c'est comment on articule tout cela, comment on finance, comment on se donne un ordre de priorité et comment on lance des chantiers qui ne sont pas trop en avance par rapport à des chantiers qui pourraient être en retard. C'est-à-dire comment on se coordonne pour qu'on en arrive avec les bonnes solutions au bon moment. Un projet collectif d'infrastructure qui arrive trop tôt, c'est un énorme gaspillage d'argent public et c'est un échec pour tous les acteurs. Moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est dans une période où les choses changent vite, et ce que vous avez montré à l'instant entre, par exemple, la logistique urbaine, à quel point elle a explosé en 2-3 ans. Comment on fait, alors qu'à côté, on gère du temps long, comment on fait pour se coordonner et qu'à la fois la région, l'État, les communautés de communes se coordonnent bien. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est aussi le sujet de la région Bretagne. Et c'est ça, c'est l'avantage, c'est que nous, on a et à la fois la main et les moyens de faire des choses. Mais encore faut-il qu'on ne soit pas seul autour de la table. Donc c'est à la fois un appel du pied, c'est un appel à contribuer sous toute forme que vous jugerez bonne. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Je l'ai dit, je l'ai répété. Nous sommes très mobilisés sur la connaissance. Nous avons rassemblé énormément d'informations par le biais, par exemple, de la chaîne YouTube de l'ORTB, de l'Observatoire régional du transport en Bretagne. Il y a quelques vidéos que si vous n'avez pas vues, vous allez devoir les regarder d'ici la fin de la semaine. Ça dure une petite heure, c'est décomposé. C'est notamment Soraya Covin, qui travaille à la région Bretagne et qui est doctorante et qui a travaillé depuis plusieurs années sur ces sujets. Elle a accumulé des connaissances extraordinaires. Et donc, vraiment, et je regarde aussi les jeunes, on a là un état des lieux vraiment formidable. Tous les acteurs sont mobilisés aussi pour partager de la connaissance, parce qu'avec les enjeux qui sont devant nous, il faut que nous fassions des choix avisés. Je voudrais aussi vous dire que je vous ai parlé de peut-être j'espère formation maritime en lien avec le fret, mais nous travaillons aussi à la région, parce que la région a la main sur les lycées. Vous en doutez peut-être pas forcément, mais la région a vraiment la main sur les lycées. Et donc, avec le lycée technique de guerre, on collabore pour monter en compétences et partager des connaissances. Voilà, partout où on peut, on essaye de trouver des solutions, parce qu'il va falloir trouver des solutions pour plus de durabilité, parce qu'il va falloir trouver des solutions pour que les plus jeunes embarquent dans ces professions, embarquent dans ces enjeux. Et puis, il va falloir vraiment qu'on continue à travailler ensemble pour construire la logistique de demain en Bretagne. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Hénaf. Je pense que c'était très intéressant quand même d'avoir son point de vue de la région, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État et je pense que c'était important aussi d'avoir le point de vue de la région, parce qu'on n'arrivera pas à avancer, comme vous l'avez dit, si on n'est pas tous coordonnés les uns avec les autres, et on n'avance plus les uns à côté des autres, mais tous ensemble. Peut-être prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si on pourra déborder de quelques minutes. La prochaine conférence est dans une demi-heure, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je crois qu'il y a un micro à l'adhère. Bon, personne ne pour cette question. C'est qu'on a dû être très clair. Alors moi, on vous donne quand même rendez-vous cet après-midi pour à 15h30. Il y a l'atelier qui aura lieu sur la connaissance et les données de la logistique, au cours duquel alors Soraya Covin, dont a parlé Loïc Hénaf, devait être avec nous, mais elle est tombée malade, donc elle n'a pas pu se déplacer ici. Il ne reste pas moins, quoi. Vous la verrez à l'écran, parce qu'on présentera une des nombreuses vidéos qu'il y a sur le site de l'Observatoire régional des transports de Bretagne, pour lancer un peu les échanges. Cet après-midi, l'idée de l'atelier, c'est vraiment d'échanger avec vous, de faire remonter un maximum
vos besoins en termes de connaissances et de données sur la logistique. Ça sera extrêmement peu descendant. Je prendrai beaucoup moins de temps pour présenter le tableau de bord national. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, pas de regrets, bon, ben, on va conclure. Merci d'y avoir participé. Merci les Kenef pour tous ces propos. Merci Xavier Valère. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Merci à vous. Oui, très bonne journée.